All right. Très bien, donc merci et félicitations à tous ceux qui ont vraiment consacré beaucoup de temps et d'efforts pour que ces 4 accords aient pu se réaliser aujourd'hui. C'est vraiment très important, c'est un indicateur très important de ce qui peut découler des dialogues qui se passent dans ce style de forum, et en particulier le New York Forum Africa. Donc nous allons demander maintenant à nos panélistes de bien vouloir vous avancer et prendre place. C'est donc un panel sur la transformation de l'économie au travers des partenariats. Donc, messieurs, si vous voulez bien me rejoindre. Merci. Donc, messieurs, mesdames, un des éléments intéressants que je crois que le président Kagame a posé comme question dans la session précédente, c'est la question de savoir comment accélérer le développement, le changement et le développement. Et un des éléments, une des réponses, c'est bien sûr le concept de partenariat. Les partenariats qui arrivent à servir de levier pour que les capacités puissent arriver à plus et arriver à plus rapidement que si on travaille seul. Et c'est dans cet esprit que nous avons vraiment assemblé un panel extraordinaire ici ce soir. Donc, je vais présenter chacun des membres de ce panel. Alors, tout de suite à ma gauche, c'est Carlos Lopez. Et au bout, ce sera Lionel Zinzou. Donc, je vais parler avec eux et que chacun d'eux nous donne 2-3 minutes d'idées et de fruits de leur expérience pour voir comment il est possible, à leur vue, d'arriver à la transformation au travers de partenariats. Alors, donc, tout d'abord, Carlos Lopez est bien entendu le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et il a énormément d'expérience en matière de partenariat public-privé et aussi pour comprendre l'investissement et la scène de l'investissement africaine. Donc, Carlos, quelques idées peut-être de votre point de vue? Oui, d'abord, j'aimerais bien dire bonjour au président d'Amérique latine, et je veux leur dire que mes liens avec l'Amérique latine, il n'y en a pas vraiment. Mon nom n'a rien à voir avec l'Amérique latine. Et on vient de conclure les élections après notre coup numéro 7. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde simplement les informations cette semaine, beaucoup des nouvelles, ça se passe, on parle du coup en Thaïlande, du coup d'État en Thaïlande. Et ils en sont au numéro 10. Et bien que ce soit le coup d'État numéro 10, ils exportent plus de produits manufacturés que l'Afrique tout entière. Et je crois que la raison pour laquelle il faut vraiment garder à l'esprit ce style de comparaison, c'est parce que l'Afrique se fait tricher. Il y a perd au point de vue de la façon dont on est perçu. Et ce n'est pas que la Thaïlande. Cette semaine, on a entendu parler d'arrestations au Vietnam. C'est très important pour nous. Et il y a des problèmes au Vietnam. C'est important pour nous parce que la Chine va maintenant commencer à examiner les possibilités de faire fabriquer en Afrique parce que ça se passe mal de chez leurs voisins. Et l'Ukraine, ça parle de quoi? Ça parle de l'énergie. Et l'énergie, la dimension énergétique de la crise nous dit que les États-Unis pourra peut-être donner à l'Europe ce qu'ils n'auront pas de la part des Russes. Mais les Russes, ce qu'ils ne vont peut-être pas vendre à l'Europe, ils vont peut-être le vendre aux Chinois. Et tout ça, c'est des implications pour l'Afrique. On arrive dans une situation où les industries minières donnent seulement peut-être 1% d'emplois sur un continent. Donc ce n'est pas ça vraiment le futur. Il faut vraiment de la valeur ajoutée. Il faut transformer ces produits. Et on a vraiment beaucoup de richesses, mais il faut savoir les transformer pour avoir une valeur ajoutée. Et on parle là du modèle colonial. Donc vous extrayez et vous amenez ça au port et vous envoyez les produits bruts. Et ça, c'est la tragédie que nous avons vécue. Ça ne crée pas d'emploi.
ça n'apporte pas de transformation. Donc, même si quand nous parlons de croissance, c'est une croissance sans qualité. Comment est-il possible de changer ça? Comment est-ce que nous pouvons le changer? En changeant la nature des partenariats que nous avons. Mais en fait, on parle beaucoup de ce mot partenariat. Il faudrait parler plus de relations, en changeant la nature de nos relations. On parle de commerce et d'avoir vraiment un terrain qui soit équitable. Et il faut être sûr il faut s'assurer que les capacités de négociation d'Afrique soient meilleures. Et il faut vraiment travailler là-dessus. Et ça n'arrive pas encore exactement. Mais il faut vraiment qu'on prenne avantage que quand on a le vent derrière nous, les vents sont en notre faveur et il faut vraiment tirer avantage de ces vents favorables. On va prendre l'exemple du commerce simplement. Si nous prenons en compte la manière dont l'Afrique fait le commerce, nous avons la même taille que l'Inde. Donc, quelle est l'impression que les gens ont? Que l'Inde est une puissance émergente et que l'Afrique est loin derrière. En réalité, ça ne correspond pas à la vérité, ça. Si vous prenez en compte l'Inde en tant qu'un pays unique avec 1,1 milliard de personnes, c'est à peu près la taille démographique de l'Afrique, et vous essayez de comparer tout le continent avec l'Inde, pas seulement pays par pays, vous serez vraiment surpris de voir que l'Inde, il y a plus de pauvres qu'en Afrique, que le PIB moyen par tête est plus bas que celui de l'Afrique, que l'Afrique a plus de téléphones portables, une meilleure pénétration Internet, que l'Afrique attire plus d'investissements étrangers, que l'investisseur numéro un en Inde, c'est l'île Maurice, parce que c'est utilisé comme filtre pour des investissements dans ce pays, et ça c'est donc un pays africain. Et vous pouvez continuer avec ces points de comparaison. Et ce n'est pas la perception que les gens ont. Donc comment est-ce qu'on peut adresser ce problème d'image de marque qu'on a pour attirer les investisseurs, les investisseurs privés au niveau local et pas seulement au niveau national ou international? Leur perception du risque en Afrique est faussée, est erronée. Et ça, c'est vraiment un problème pour l'Afrique. Et l'Afrique doit changer cela. Très bien. J'aimerais juste vous demander, Carlos, pour suivre là-dessus, au-delà de l'intégration économique ou le manque d'intégration économique, que voyez-vous comme le plus grand obstacle pour l'engagement du secteur privé en Afrique? Eh bien, il y a eu une étude où Kinsey a interviewé environ 1500 joueurs économiques et ils ont essayé de comprendre exactement ce qu'étaient leurs préoccupations, leurs peurs par rapport au fait d'investir en Afrique. Et il y a une liste qui est sortie de là. Ça commence d'abord avec la prévisibilité économique, de bonnes politiques macroéconomiques. Donc, mais les nouvelles sont bonnes là-dessus. Tous les indicateurs économiques, macroéconomiques en Afrique vont dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Ensuite, ils disent que l'instabilité politique, et ça, c'est vraiment un aspect très bizarre parce que si on regarde une fois encore les chiffres des personnes qui sont affectées par les conflits en Afrique, on parle de 100 millions de personnes environ, avec 1,1 milliard d'habitants sur le continent. Et je crois que c'est le président Quiroga qui disait précédemment, on ne dit pas il y a une épidémie d'Ebola en Guinée. On dit il y a une épidémie d'Ebola en Afrique. Et dès qu'il y a un élément, quel qu'il soit, politique ou autre, on parle du continent entier, on ne parle pas simplement des pays. Et ensuite, il y a aussi ces gens qui, avant d'investir, ils aimeraient que l'infrastructure soit vraiment une des grandes priorités, et particulièrement au niveau de l'énergie. Et donc ça, je crois que c'est absolument vrai. Mais si on regarde les investissements qui ont été consentis en Afrique au point de vue de l'infrastructure, nous avons environ un quart de ce qu'il nous faut au point de vue des investissements. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer à ce qui s'est passé il y a 10 ans seulement. Et c'était quasiment rien. Donc je crois que si on prend simplement ces trois éléments-là, je crois qu'il faut vraiment éduquer le monde des affaires et le monde corporatif par rapport à ce qu'est la réalité en Afrique. On va parler maintenant avec Jean-Philippe Prosper, qui est le vice-président pour
pour la Corporation financière internationale pour l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier le président Ali Bongo Ondimba et aussi, bien sûr, remercier aussi le président Kagame d'être présent ici. C'est vraiment un modèle de dirigeant, donc c'est vraiment un grand honneur d'être ici avec lui. Et également, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au président d'Amérique latine. Moi, je suis moi-même de Haïti, donc c'est vraiment un continent qui est très proche de mon cœur. Mais pour tenter d'aller plus loin dans ce que disait Carlos et d'ajouter, je crois que quand il parle d'infrastructure, c'est vraiment critique. On parle tous d'un cadre d'investissement macroéconomique qui soit meilleur et de meilleure planification macroéconomique, c'est vrai. Mais bien sûr, il y a eu beaucoup de progrès déjà sur ce continent. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de progrès de fait. Je vais vous donner un peu de données que nous avons au sein de l'IFC. Quand j'ai commencé à travailler avec l'Afrique en 2003, nous avions environ des investissements de 200 millions de dollars par an en tant qu'institution. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 milliards de dollars. L'an dernier, nous avons fait 5,3 milliards de dollars dans l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique subsaharienne, c'est la plus grande région après l'Amérique latine. Pour l'IFC. C'est encore l'Amérique latine qui est encore à plus de 6 milliards. Donc ça vous donne une idée du progrès qui a été accompli au cours de seulement 10 ans pour une institution, une seule institution. Mais ceci dit, il y a des choses basiques qui n'existent pas. Donc je parle d'infrastructures. Vous n'allez pas pouvoir être compétitif. On parle de l'électricité, on parle de l'énergie en général. Si on regarde l'Afrique subsaharienne, la capacité est de plus ou moins 80 gigawatts. C'est l'équivalent de l'Espagne, juste pour le continent tout entier. Donc, au point de vue du PNB, le niveau de capacité, le niveau, c'est 10 fois plus élevé en Amérique latine, par exemple. Donc, véritablement, sur ce front-là, c'est important. Mais on parle de l'infrastructure, le transport. Si vous voulez amener vos biens sur le marché, on estime qu'environ 60%, ça dépend des endroits dont on parle, mais environ 60% de la nourriture est gaspillée, est gâchée, est perdue parce qu'il n'arrive pas au marché. Et vous pouvez continuer à donner des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et donc, on investit beaucoup là-dedans. Donc, l'infrastructure, c'est vraiment clé. Mais je voudrais parler non seulement de l'infrastructure physique, mais également de l'infrastructure sociale. On parle d'éducation. Donc, les présidents, et vous en avez parlé vous-même, l'éducation, c'est vraiment important, mais de la même manière, si vous ne les alimentez pas de la bonne manière, ils ne pourront pas aller à l'école, etc. Donc tout ça, c'est un briquet, donc les dirigeants doivent vraiment se focaliser là-dessus. Donc voilà, je vais passer la parole. Une question. Parmi tous les produits de l'IMC en Afrique avec lesquels vous avez été impliqué, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement un ou deux exemples d'exemples qui ont vraiment eu beaucoup de succès et pourquoi ils ont connu ce succès? Une success story et pourquoi cette histoire a réussi et pourquoi? Eh bien, laquelle vous citerai-je? Il y en a plusieurs, évidemment, au choix, mais je vais essayer de me concentrer sur le secteur de l'énergie. Et une histoire assez récente. Prenez la Côte d'Ivoire, un pays qui sort tout juste d'énormes conflits. Avec l'engagement et la direction dont ils ont fait preuve au cours, je dirais, des derniers 12 mois, on va dire 18, nous avons vu un programme d'investissement qui leur a permis d'économiser environ 800 000 millions de dollars dans le secteur de l'électricité. Grâce à l'addition d'un nombre de projets qui, pour partie, convertissent. Bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais enfin, on a réussi à doubler plus ou moins la capacité en passant d'un cycle unique à un cycle combiné,
pour la fourniture d'électricité. Alors maintenant, un autre exemple aussi, en cours d'ailleurs, de l'Ouganda. Si vous prenez Bujagali, c'est 250 mégawatts d'hydroélectricité qui font toute la différence en Ouganda. Alors on est passé d'1 milliard à 1 million de dollars, voilà pour vous donner un ordre de grandeur, et c'est évidemment en partie financé par la Banque mondiale. Mais à Bujagali, comme je vous le disais, nous avons réussi à mobiliser évidemment des fonds privés, mais aussi donc des fonds de la Banque mondiale, ou qui étaient en partie garantis de la part du groupe de la Banque mondiale, avec MIGA, qui effectivement à ce moment-là a accepté de se jeter à l'eau. Nous, on a aussi accepté de mettre en garantie environ 400 millions de dollars consacrés à ce projet. Parfait, formidable. Alors, je voudrais maintenant peut-être repasser à Moustapha Terrab, parce qu'on sait que l'OCP a fait aussi un certain nombre de choses importantes sous votre présidence. Et en tant que président PDG du groupe OCP, peut-être pouvez-vous nous en dire davantage sur les partenariats Sud-Sud et également ce que vous avez eu l'occasion de faire au Gabon, dans cette région. Merci, John. Je crois qu'avant de parler des partenariats Sud-Sud, ou plus précisément de nos activités ici au Gabon, je voudrais dire que, bien sûr, les relations Sud-Sud sont une façon capitale de combler des lacunes tout à fait vitales et de contribuer justement à la transformation des mentalités, puisque on peut parler de décalage de perception en réalité. Je dirais que ce qui nous reste à transformer, c'est pas seulement les mentalités africaines, que les mentalités qu'ont les autres ou les étrangers, les non-africains de ces pays ou du continent africain. Et ceci, évidemment, s'applique potentiellement au continent africain, mais à tout le monde finalement, cette espèce de conscience sectorielle. Je crois que l'accélération du développement passe par le fait de combler ce décalage-là. Alors moi, je viens d'un monde où l'on se préoccupe en grande partie des questions agricoles et de produits permettant d'engrais, donc permettant d'accélérer le développement agricole. Mais lorsque l'on se tourne vers l'agriculture, lorsque vous pensez que 80% des terres arables en Afrique ne sont pour l'instant pas encore exploitées ni utilisées, que pour arriver à élargir ces ressources, l'agriculture africaine a pourtant énormément de ressources naturelles à disposition, mais qui pour la plupart sont exportées en dehors d'Afrique, transformées en dehors d'Afrique et ensuite réimportées en Afrique à des prix très élevés, bien trop élevés pour l'agriculteur africain. Eh bien, c'est là où se trouve le problème. Avec 80% de ces terres arables non exploitées, l'Afrique doit faire partie de la solution, ce qui nécessitera des investissements. Et c'est ce que nous proposons de faire avec nos amis gabonais et leurs dirigeants, et surtout avec le parrainage de leur président de la République, à savoir mettre sur pied pour la première fois les ressources naturelles africaines, en l'occurrence le gaz naturel du Gabon et les phosphates du reste de la région, pour produire les engrais phosphatés pour l'Afrique, destinés à l'Afrique et l'économie africaine plutôt qu'aux exportations. Et donc là, effectivement, la valeur ajoutée, pour la première fois, serait finalement intégrée à la chaîne de production d'amont en aval. Mais oui, absolument, ce sera le changement capital. Les engrais deviendront moins chers en Afrique. Et grâce à cette intégration verticale, on pourra fournir des solutions sur mesure qui seront plus adaptées au sol africain et aux cultures africaines également. Alors, ensuite, merci beaucoup, Monsieur Terrap. Alors maintenant, je voudrais passer la parole à Issa Brab, qui est le PDG de Cevital, l'un des conglomérats familiers les plus importants d'Algérie. Monsieur Rudrab, pardon, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre vision de l'Afrique en tant qu'opportunité? Remercier notre hôte, le président Ali Bongo, et
le président Kagame et les différents présidents qui sont venus de l'Amérique latine pour écouter un peu leur expérience. Bien, pour moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est son tour d'aller vers une très forte croissance. On peut connaître une croissance à 2 chiffres sans aucun problème. Il est évident, il faut avoir des infrastructures adéquates, il faut qu'il y ait des états de droit, c'est extrêmement important. Les investisseurs comme nous sommes prêts à investir dans différents pays africains et après, je vais vous présenter évidemment le groupe Cévital, comment on s'est développé. La seule chose, vous savez que les ports, parce qu'il n'y a pas que les routes, au niveau des infrastructures, vous avez les routes, les chemins de fer, mais surtout les ports qui sont les poumons économiques des pays. La majeure partie des flux de marchandises import-export passent par des ports. Donc il faut avoir aussi des ports performants. Et ça, nous avons une expérience que je vais vous décrire dans un instant. Alors, qui est le groupe Cévital? C'est un groupe familial que j'ai fondé avec 5 000 $ en 1971. J'étais enseignant et après j'avais un cabinet d'expertise comptable et j'avais pris une participation dans une toute petite société de construction métallique qui avait 5 apprentis. En développant cette société, en réinvestissant constamment nos résultats, on est arrivé à 65 employés. Et puis mes associés m'ont dit on arrête d'investir parce qu'on a peur d'être nationalisé à l'époque. Puis j'avais créé ma propre société, la société Profilor. La même chose, j'avais démarré avec 4 employés et au bout de 4 ans, je suis arrivé à 200. Et la même chose, on réinvestissait nos résultats. Aujourd'hui, le groupe Cévital a connu une croissance à 2 chiffres de 34% pendant 14 ans. On est passé de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1999 à plus de 3,5 milliards de dollars pour l'année dernière. Et nous comptons continuer cette croissance. Alors, nous avons investi dans quel secteur? Nous avons investi dans multisecteurs. Nous avons d'abord investi dans l'industrie agroalimentaire où Jeune Afrique Magazine nous a classés premiers d'Afrique dans l'industrie agroalimentaire. Nous avons en Afrique la plus grande raffinerie de sucre au monde et nous avons la première raffinerie d'huile d'Europe et d'Afrique. La raffinerie de sucre, aujourd'hui, on a fait passer notre pays du stade importateur au stade exportateur. Nous exportons dans plus de 28 pays différents. La même chose au niveau du verre plat. Nous avons la plus importante ligne de verre plat d'Afrique, dont 30% de production couvre les 100% de l'Algérie et nous exportons 10% vers le Maghreb, les pays maghrébins et 60% sur l'Europe. Nous sommes dans l'électronique, l'électroménager. Nous sommes dans la production d'électricité. Nous avons 3 centrales électriques. Nous sommes dans la grande distribution. Nous avons plusieurs centres commerciaux, hypermarchés, supermarchés. Nous sommes dans la distribution automobile et matériel de travaux publics et la construction des remorques. Aujourd'hui, tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est une croissance interne, c'est-à-dire en Algérie, avec les nouveaux investissements que nous allons encore continuer. Nous avons actuellement plus de 3 usines en construction en Algérie. Une dans l'électroménager avec 8 millions
d'articles électroménagers, une autre pour 2 millions de fenêtres double vitrage et une cimenterie de 12 millions de tonnes. Et actuellement, nous sommes intéressés à y aller, nous développer à l'extérieur. À partir de 2012, donc, nous avons décidé d'aller investir en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Alors, on a commencé par l'Europe et principalement la France. L'année dernière, nous avons repris une société en difficulté qui s'appelle la société Oxo. C'est le leader français au niveau des fenêtres double vitrage en profilé PVC, que nous avons redressé en moins de 6 mois. Et il y a 1 mois, nous avons racheté le groupe Fager-Brandt, qui aussi a connu des difficultés, où nous avons l'intention non seulement de maintenir les emplois en Europe, mais aussi les développer en Europe avec les centres de recherche et développement, mais aussi de réaliser une grande unité de production en Algérie, où nous comptons créer 7000 emplois dans ce secteur. Voilà globalement. Moi, si j'ai un mot à donner ou quelque chose à dire à nos présidents africains, ce n'est pas des opérateurs économiques qui manquent en Afrique. Le savoir, on peut l'acquérir, on n'a absolument aucun problème. Tout s'achète. La technologie aujourd'hui s'achète comme une marchandise. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est de faire le lit aux entreprises, c'est d'encourager, de faciliter la création d'emplois et de richesses. Et une fois que ces richesses sont créées, ils peuvent, à travers la fiscalité, les redistribuer à toute la population. Aujourd'hui, c'est vital, nous sommes le premier exportateur hors hydrocarbures en Algérie. Nous sommes le premier contribuable au budget de l'État après Sonatrach, qui est la plus grande société algérienne. Et nous continuerons notre développement, mais nous avons des problèmes bureaucratiques que nous souhaitons que les pouvoirs publics de tous les pays africains doivent nous faciliter. Et nous avons aussi investi au Rwanda. Et nous avons participé dans une JV pour la régulation du grain au niveau du Rwanda, en investissant 40% dans une des sociétés de régulation du grain. Excellent. Voilà. Thank you very much. Thank you. So we have Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 membres du panel. Robert Wolf des États-Unis, qui était président de la région pour UBS et aussi conseiller auprès du président Obama, et Lionel Zinsou, président du groupe Pipe Partners en France. Peut-être commencerai-je bien avec Lionel avant de passer la parole à Robert pour conclure. Aux remerciements au président Ali Bongo, au président Kagame et aux anciens présidents latino-américains, et dire combien je suis fier comme Africain d'être un invité de ce forum, dont je considère qu'il se bonifie d'édition en édition. Donc merci. Je voudrais m'associer à ce qui a été dit de façon très éloquente par M. Carlos Lopez et par le vice-président de la SFI. L'Afrique mérite d'être connue. Ses résultats sont exceptionnels. Ça a été très long
d'ouvrir les yeux du monde sur ce qu'était l'Afrique. On a inventé un concept, l'afro-optimisme, il y a une dizaine d'années. En général, on disait l'afro-optimisme BA. C'était en fait un ridicule. Les gens ont oublié, mais c'était un ridicule. Il a fallu faire plaidoyer, et il va falloir continuer de faire plaidoyer. Parce que ce qui est curieux, c'est que maintenant les chefs d'entreprise ont compris qu'il fallait regarder tout le potentiel de l'Afrique et puis s'y associer. Et les chiffres le disent. Maintenant, les responsables publics commencent en Europe de regarder l'Afrique autrement, de chercher des partenariats plus originaux, plus égalitaires. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'on ait encore gagné les opinions publiques. Je crois que la commisération pour l'Afrique, qui n'est pas la faiblesse de l'Afrique, qui est la faiblesse des opinions européennes, mais je crois qu'il faut rendre ce service à l'Europe de la délivrer de la commisération. On a donc encore beaucoup de plaidoyer à faire pour qu'elle regarde l'Afrique comme les pays émergents regardent l'Afrique, avec tout son potentiel. Je voudrais aussi m'associer à deux hommes que j'admire énormément, le président Mostafa Terrab, le président Rebrab, parce qu'ils prouvent que ce qui est à l'œuvre maintenant, c'est l'industrialisation de l'Afrique, le chaînon manquant. Nous avions un secteur primaire, on avait été au fond dans le système colonial, organisé autour uniquement de nos systèmes primaires, les industries extractives, l'agriculture d'exportation. Nous avons développé une économie tertiaire, très vigoureuse. On est au fond un continent beaucoup plus tertiaire qu'un continent de matières premières encore. Et on a eu ce succès prodigieux des télécommunications, qui a fait un bien fou, non seulement à toutes les entreprises au sein desquelles ils diffusent de la productivité, mais qui a fait un bien fou à notre fierté parce que, dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, c'est l'Afrique qui, en termes d'usage, donne le là. C'est l'Afrique dont on commence à rapatrier vers les pays développés, vers les pays riches, des formes d'usage qui sont beaucoup plus créatives, beaucoup plus économiques, beaucoup plus populaires. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire de voir que c'est Safaricom du Kenya qui vient vendre ses solutions de paiement par mobile en Grande-Bretagne, que les assureurs, que les banquiers mettent au point en Europe, 5 ans après, des choses qui ont été éprouvées en Afrique. Les nouvelles technologies, elles ont dans le secteur tertiaire déjà fait la preuve des accomplissements africains et de la possibilité de conduire en avant-garde. Mais ce que Mostafa et Issa incarnent, c'est l'âge de l'industrie. C'est ce qui nous manquait le plus, c'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire la valorisation, la participation aux chaînes de valeur mondiales. Et nous, dans l'Afrique intertropicale, nous regardions déjà le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte ou l'Afrique australe comme participants à des chaînes de valeur mondiales, mais nous en avions curieusement l'impression d'être exclus. Et quand Issab dit « je vais investir dans l'Ouest africain » ou « j'ai investi au Rwanda », et c'est vrai que le leadership de vous, Monsieur le Président Kagame, est une inspiration pour toute l'Afrique, ou quand j'entends Mostafa dire « et au Gabon, on va faire un très grand projet de valorisation », et c'est vrai, Monsieur le Président Bongo, que votre leadership aussi est un modèle, eh bien, on annonce un âge nouveau. Nous avions une sous-représentation de l'industrie. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que l'économie du secteur primaire ne crée pas d'emplois. Et parce que Carlos l'a dit, c'est 1% de l'emploi en Afrique qui résulte des industries extractives. Et nous étions dans une impasse impossible. L'énergie ne crée pas d'emplois. Or, nous sommes en panne électrique. Évidemment qu'il faut investir dans l'énergie. L'accès à l'eau ne crée pas d'emplois.
c'est pas qu'elles ne créent aucun emploi, c'est qu'elles sont très intensives en capital. Mais chose qu'on ignore, même l'agriculture est de toutes les activités hors énergie, l'activité la plus intensive en capital et donc la moins intensive en travail. L'intensité en travail, c'est l'industrie. Les jeunes formés qui ont besoin d'emploi, dans la structure de production de l'Afrique avant les années 2000, ils n'ont pas de place. Et ça a des conséquences sociétales, culturelles, insupportables. Nous avons 15 millions d'enfants à mettre au travail tous les ans sur notre continent. C'est ça une classe d'âge. La seule réponse, c'est l'industrie. Les services ont fait ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, les deux secteurs qui créent le plus d'emplois en Afrique s'appellent les télécommunications et les services financiers. Mais nous avons besoin que Mostafa et Issab réussissent parce qu'ils sont l'avenir des enfants de ce continent. All right, excellent. I just come back to Carlos for a moment. Oui, laissez-moi revenir brièvement à Carlos. Si je puis me permettre, parce qu'il y a cette tension finalement entre d'un côté les contraintes d'emploi, évidemment, surtout pour les jeunes gens, et le besoin que tout le monde puisse reconnaître les investissements dans l'infrastructure comme étant le point de départ pour tout autre développement économique. Alors comment peut-on réconcilier ces deux contraintes finalement? Eh bien, je crois qu'on vient de l'expliquer. Finalement, créer l'emploi passe par l'industrie. Je n'en suis que convaincu moi-même. Donc, je concours entièrement avec ce qui vient d'être dit. Mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas procédé à cette industrialisation plus tôt, c'est lié finalement avec les années 70, l'expérience africaine des années 70. Lorsque l'industrialisation a eu lieu, c'était essentiellement par le biais de l'intervention étatique, en essayant d'imiter des substituts à l'importation sans avoir réuni les conditions nécessaires à la réussite de cette équation. Et le premier choc, comme vous le savez, pétrolier, qui a eu lieu dans les années 72, un deuxième en 1979, a évidemment eu pour effet d'écrouler complètement ces quelques efforts timidement abordés. Donc, ce n'était pas la bonne façon d'aborder la révolution industrielle en Afrique. Alors ensuite, il y a eu cette longue phase d'inertie, d'ajustement structurel plutôt, qui consistait à essayer de régler les paramètres macroéconomiques et de prendre en compte certaines conséquences sociales de ces crises. Alors maintenant, ce qu'il faut dire ou rajouter à cette histoire, c'est qu'au cours de la dernière décennie, l'Afrique a doublé son PNB. Et ceci est tout de même assez unique, parce que même la Chine a mis plus de 10 ans pour doubler son PNB. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui parlent en faveur de l'Afrique. On le sait, en grande partie, bien sûr, le boom des matières premières, du cours des matières premières, mais aussi la consommation intérieure et domestique. Alors, cette consommation domestique ne repose pas sur les ingrédients qui rendent la transformation possible. Parce que, comme on vient de le dire, la plupart de ces ingrédients sont liés au secteur tertiaire, lesquels dépendent de facteurs assez précaires, à savoir une activité économique plutôt que des emplois par entière. Par exemple, sur 4 personnes qui font preuve ou exercent une activité économique, seul un de ces 4 a un travail. Donc, ceci n'est pas suffisant, évidemment, pour répondre à la pression de la révolution démographique, notamment. Et donc, si nous voulons prendre le mal à la racine et essayer de trouver des solutions en redressant finalement le secteur secondaire, puisque c'est celui-là qui est responsable essentiellement de la création d'emplois, nous aurons besoin de politiques cohérentes. Et il y a enfin maintenant une tendance à l'envers cela. Et je crois qu'en tant qu'investisseur, ce que M. Grébra nous disait, c'est qu'il faut vraiment créer le lit d'une industrialisation cohérente. C'est effectivement de cela qu'il s'agit, de créer les conditions adéquates
Et je pense que messieurs les présidents Kagame comme Ali Bongo répondent précisément à ce besoin. C'est évidemment important d'avoir une vision, mais il faut aussi avoir le moteur pragmatique pour arriver à destination. Oui, je vais devoir vous interrompre malheureusement parce que nous devons également céder la parole à Monsieur Robert Wolf à ce stade. Alors, comment réagiriez-vous à tout ce qui vient d'être dit? Eh bien, voyons un petit peu. Je dirais, on réserve en général le meilleur pour la fin. Alors, soit c'est moi qui empêche tout le monde de se jeter sur les petits fours, ou alors je suis la cerise sur le gâteau. Donc, je vais essayer, sans prendre parti, d'être rapide et de ne pas m'attarder. Tout d'abord, bon, ça fait 68 heures que je n'ai pas dormi. Alors, si je m'écroule sur scène, ne vous en faites pas. Mais merci pour ces accompagnements et ces ovations de soutien moral. Alors, tout d'abord, la première chose que je dirais est la suivante. Il nous faut évidemment des investissements internes et il nous faut aussi augmenter les exportations. Comment arriver donc à fonder notre développement économique là-dessus? Eh bien, tout d'abord, il nous faut un leadership correct. Pour cela, vous avez deux visionnaires ici présents, assis en face de vous, le président Bongo, le président Kagame. Et grâce à tout cela, je dirais que nous allons réussir à abattre beaucoup d'obstacles, de barrières et à déplacer les montagnes. C'est l'existence et l'organisation de ce Forum économique de New York, grâce à Richard et Cecilia, évidemment, sont un exemple vivant. Si on arrive à abattre de telles barrières et à rassembler les forces vives pour discuter déjà de cela, c'est le premier pas dans la bonne direction. Alors, tout le monde parle d'infrastructure, mais cela commence bien avant, en réalité. Il faut, bien sûr, songer aussi à l'éducation. Je dirais que la plupart des pays africains de nos jours ne consacrent pas suffisamment de leur part de PNB sur l'éducation. Bien sûr, la santé va de pair avec ce facteur de développement. La moitié des Africains des revenus ou du PNB africain devrait être consacré à la santé. Donc, ensuite, pour attirer les capitaux étrangers, il faut bien sûr des États de droit. Et là, une fois de plus, ça nous ramène à un bon leadership. Bon, moi, j'ai été nommé un petit peu après Robert. J'ai été même baptisé, en fait, en mémoire de Robert Kennedy, pour qui les droits sociaux et les droits de l'homme, évidemment, avaient une place centrale. Et donc, ça reste, je crois, évidemment, un paramètre tout à fait essentiel qui contribue à forger les visions que se font du monde les leaders actuels, notamment concernant le développement africain. Alors on voit de par le monde aussi à quel point l'éducation permet aux gens soit d'accélérer leur marche vers l'avant et vers le progrès, puisqu'ils doivent être formés et pris je dirais vraiment au berceau, déjà au niveau des mentalités dans les maisons et dans les foyers, bien sûr, mais aussi dans les écoles pour apprendre à s'exprimer, à calculer et à parler correctement. Je vais passer les dernières 24 heures en Afrique depuis que je suis arrivée sur ce sol. Je suis étonnée à quel point la perception ne correspond pas à la réalité. Les choses qui se passent ici grâce aux nouveaux leaders modernes sont remarquables, époustouflantes. Et quand je rentre aux États-Unis et on se remet à nos affaires, on se rétèle à nos affaires dans le monde, eh bien, je vais dire à tout le monde, je vais répandre la bonne parole, allez en Afrique, investissez au Gabon, au Rwanda. Ce sont des endroits extraordinaires, mais pour cela, il vous faut bien sûr des infrastructures et tout le monde l'a suffisamment répété, donc je ne m'appesantirai pas là-dessus, mais ce n'est pas seulement construire des ponts et des mines. Ce sont des ports, ce sont des télécoms, ce sont des fibres optiques, ce sont aussi des satellites. C'est la prochaine génération de GPS pour les avions et tout ce qui peut contribuer de façon générale à rendre les affaires plus fluides et plus efficaces. Et tout ce qui a été dit aujourd'hui donc va dans le même sens, mais essentiellement, l'effet multiplicateur du PNB, ce sont justement ces investissements qui se multiplient dans un cercle vertueux sur les retours sur investissement et sur la croissance du PNB. Donc voilà, les infrastructures sont à la base de tout. Mais ensuite, je dirais aussi aux visionnaires ici présents dans cette salle, une dernière chose. Lorsque j'ai dû tenir mon speech de cérémonie de fin d'études il y a de cela de nombreuses années, ça ne me rajeunit pas, eh bien je me souviens l'avoir conclu en disant ceci. Vous avez besoin d'un leader, d'un chef qui vous permet de garder la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés dans le sol. Et il faut apprendre à courir avant de pouvoir voler de vos propres ailes. Et je crois qu'ici se présentent des opportunités formidables, mais ne vous trompez pas, vous êtes tout de même en concurrence avec les États-Unis, le Mexique, le Porto Rico. Vous êtes en concurrence contre vous-même. Donc évidemment, commencez par arriver à travailler ensemble, puisque les régions peuvent se réunir autant que les différentes nations du continent. Et
pour réussir à établir les partenariats publics-privés, les retours sur investissement et le franchissement de certaines barrières ou certains obstacles commerciaux et les visionnaires. Il nous faut évidemment beaucoup de choses et de facteurs réunis, mais quand on pense à tout ce qui a déjà été rapporté à propos du Rwanda et du Gabon, je pense que l'avenir est plutôt rose et prometteur. Donc, mesdames et messieurs, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais passer la parole à Jean-Philippe pour qu'il commente, en réponse la manière dont Robert voit l'agenda pour l'Afrique, le programme pour l'Afrique. Comment voyez-vous ça? Eh bien, merci. Je suis tout à fait d'accord avec toutes les choses, beaucoup de choses qui ont été dites à l'instant, mais je crois également qu'un des éléments importants, c'est que tout ceci, c'est très bien de le dire, mais le président Kagame a parlé, la différence, c'est dans la mise en place, et c'est ce qu'on voit tous les jours, et c'est ça qui fait la différence, parce que souvent les idées sont là. Il y a des pays que j'ai visités moi-même en Afrique, où je travaille, et on voit qu'il y a vraiment les personnes parmi les plus intelligentes au monde. Il y a des idées, il y a des ressources, et vous y allez, vous voyez la mise en place de ces idées. Mais une des dernières choses que j'aimerais mentionner, et c'est la gouvernance. On n'en a pas parlé beaucoup. Bon, c'est un vaste sujet, mais la gouvernance, c'est vraiment crucial dans tous ces pays, parce que c'est vraiment vital, parce qu'il y a des grandes sociétés, vous n'allez pas réussir à les attirer, les grandes multinationales, si vous n'avez pas la bonne gouvernance. Donc j'aimerais qu'on remercie nos panélistes pour tous leurs excellents commentaires. Merci. Et à présent, j'aimerais inviter Richard à me rejoindre sur scène, juste pour quelques récompenses, donc veuillez rester avec nous. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Il devait y avoir, et malheureusement nous avons vraiment une contrainte de temps, donc nous devions remettre le Africa Design Award, qu'on remettra un peu plus tard dans l'événement, probablement dimanche, en présence de son Excellence le Président de la République. Et puis nous devions annoncer également une grande initiative avec nos amis du Point Afrique et de France 24, un grand prix de l'entrepreneur africain que nous ferons également dimanche. Je m'en excuse, mais vraiment nous sommes dans de véritables contraintes de temps. Et par contre, ce que j'aimerais d'abord, c'est vous remercier d'être restés jusque-là. Et après ce panel très inspirant où nous avons vu des grands entrepreneurs africains, j'aimerais appeler juste pour quelques secondes sur scène. Au Gabon, la maturité d'entreprendre n'attend pas les années. On me dit qu'il y a un tout petit jeune entrepreneur à l'école qui a déjà commencé à produire, paraît-il, des bracelets formidables. Je ne sais pas s'il est encore là. En tout cas, s'il est là, je vais lui demander de me rejoindre sur scène tout de suite. Et je crois que vous avez développé déjà à l'école des petits bracelets et que vous souhaitez en offrir au président de la République gabonaise et au président de la République du Rwanda. Alors, de quoi s'agit-il en fait? Dites-moi rapidement ce qu'il en est. Ce n'est qu'un présent pour une entreprise formée par une ONG nommée GIE. Voilà, donc c'est une ONG qui est nommée comment? GIE Gabon. GIE Gabon, et qui donc fait des bracelets. Bon, c'est une organisation qui nous a formés. D'accord. Donc vous avez été formé par une ONG, Voilà. Et à partir de là, ça vous a permis de commencer une production qui vous a rendu autonome et de créer une entreprise. Voilà, donc je voulais qu'on finisse sur cette note symbolique et je vous laisse offrir au chef de l'État et au président Kagame ce cadeau. Merci beaucoup, on se retrouve demain matin à 9h pour la suite du New York Forum Africa, 2e édition, à 9h précise, ici même. Je vous remercie, passez une excellente soirée. I am Africa, millions of years in the making, a landscape